téléphone sonne. 01 45 24 7000. Martine, c'est vous la première. Bienvenue Martine et bonsoir. Bonsoir. Allez-y, Alors, Martine. effectivement, ce qui m'a tout de suite fait tilt, c'est cette notion de maquis pour les aides. Donc, on a commencé à rechercher pour faire quelque chose de simple sur l'isolation des combles, puisque tout le monde nous a dit que c'était le plus important point de déperdition. Nous avons fait faire 3 devis. Le premier devis, nous n'avions droit à aucune aide. Faut dire, juste petite précision, nous dépassons le seuil fiscal de référence pour avoir droit à une aide. Deuxième devis, on nous dit, ah mais si, vous pouvez quand même avoir une aide par le C2E. Et là, sur un devis, le fameux C2E, voilà, sur une facture de 2400 €, nous pouvions espérer avoir 1100 €, mais par contre, pas avant 3, 4, 5, peut-être 6 mois. Sur le troisième devis, cette fois-ci un devis très succinct. Juste la surface des combles, pas de matériaux, pas d'indice R, et juste marqué 140 mètres carrés à 1 €. Et là, par contre, nous n'avions plus rien à payer. Donc, qui choisir? Sur quels critères? À qui peut-on se confier? C'est marrant parce que vous rentrez dans toutes les cases, ma pauvre Martine, entre l'isolement des combles à 1 €, la C2E et toutes ces difficultés, et puis où sont les seuils. Eh ben, merci beaucoup d'avoir autant d'ennuis, comme ça vous allez pouvoir ouvrir le téléphone sonne avec beaucoup de grâce. Merci beaucoup. On va essayer de répondre en tout cas à vos questions pour discuter ensemble jusqu'à 20h ce soir. Frédéric Huntsman est là, bonsoir. Bonsoir. C'est vous le fondateur du groupe EFI, spécialiste de la rénovation énergétique auprès des particuliers. Bonsoir Vincent Legrand. Vous êtes expert rénovation énergétique à l'association Négawatt, directeur général de Dorémy, dispositif de rénovation complète des bâtiments. Et Sandy Dauphin est là également. Bonsoir Sandy. Bonsoir. Spécialiste environnement à France Inter. Au fond, je vais vous poser la question à tous les deux. Frédéric Huntsman par exemple, elle résume assez bien, Martine, ce qu'on vit quand on essaye d'avoir ce genre d'initiative et qu'on veut effectivement améliorer sa maison énergétiquement. Elle coche toutes les cases. Exactement. Et alors, bon, malheureusement, l'expérience est pas très positive. Il y a trois devis différents. Alors, on connaît pas les entreprises qui sont derrière. C'est difficile de conseiller Martine sans avoir vu ces entreprises, sans les connaître. Ce qu'on peut dire pour essayer de réconcilier, d'expliquer peut-être un petit peu les différences entre ces devis. Et a priori, moi, je prendrais plutôt le deuxième devis entre les deux. Le premier, il y a peut-être pas d'aide parce que peut-être que l'entreprise qui lui a fait ce devis n'a pas le label RGE qui est nécessaire pour obtenir des aides. Donc peut-être qu'elle lui dit qu'il n'y a pas d'aide parce qu'en fait, en faisant les travaux avec cette entreprise, elle n'y a pas droit. Ce qui veut dire en creux qu'il faut faire extrêmement attention aux entreprises que l'on choisit pour ce genre de travaux. Exactement. C'est important exactement. de Et donc dire qu'en fait, il y a des entreprises vous permettent d'avoir droit à des aides parce qu'elles ont un signe de qualité, ce qu'on appelle le label RGE, reconnu garant de l'environnement. Et donc sûrement que la première entreprise en fait ne l'avait pas, c'est pour ça qu'elle lui dit qu'il n'y a pas d'aide. La troisième entreprise, voilà, qui lui dit l'isolation à 1 €, pas de problème, quels que soient vos revenus, on vous l'a fait, etc. Là aussi, un grand signe de pas de danger, pas de danger, parce que voilà, les gens qui promettent du 1 € à tout le monde, n'importe comment, n'importe où. Voilà, moi j'ai plus tendance à appliquer le principe de précaution et à recommander de partir. Et donc. Et ces deux œufs, ça existe depuis plusieurs années maintenant. Depuis 2006. Depuis 2006, l'origine. Fonctionne et en même temps, Vincent Legrand, c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. C'est même là d'ailleurs que vont se nicher parfois les fraudes et le reste. Est-ce que ça veut dire que désormais c'est plus simple grâce à ce qui vient d'être annoncé, grâce au plan de relance, ou au fond on rajoute une couche à ce maquis-là? Alors c'est un peu entre les deux, c'est pas beaucoup plus simple. En tout cas, c'est pas suffisamment plus simple pour qu'on puisse à la fois faire mieux chaque lot de travaux et à la fois faire plus de l'eau de travaux également. Et ça, je pense que c'est un point important. Alors, pour répondre à Martine, en fait, je pense qu'il y a un premier point qu'il faut mentionner, qui est important, c'est qu'il y a un réseau national de personnes qui accompagnent les ménages, qui peuvent répondre aux ménages. Un réseau qui est porté par l'ADEME et par l'ANA. Martine peut aller regarder les conseillers FAIRE sur Internet, FAIRE, F-A-I-R-E. Et donc, c'est un service public qui est très peu connu de la population française et qui pourtant permet d'avoir un minimum d'échanges. Par contre, j'irai un petit peu plus loin en lui disant l'enjeu de rénover ses combles, c'est bien, commencer par les combles, c'est une bonne chose. Par contre, l'enjeu aujourd'hui pour
la précarité énergétique, pour le climat, etc., c'est tout faire. Et c'est ça l'enjeu de la politique publique aujourd'hui. Et la question que je me pose de mon côté, c'est est-ce que le plan de relance permet de répondre à ça? Donc la réponse aujourd'hui est plutôt non. Ça pourrait aider si les conditions de mise en œuvre sont travaillées correctement. Mais ça, je pense qu'on pourra y revenir au fur de... Et on y reviendra, oui, d'ailleurs, au fil des exemples de ce qu'ont déjà réalisé les gens ou pas. Mais est-ce que ça veut dire que MaPrimeRénov' réinventée, on va le dire comme ça, dans le plan de relance, donc il y a désormais une prime, c'est plus un crédit d'impôt, ça compte, c'est ouvert. Sandy Dauphin, vous m'arrêtez dès que je me trompe. Juste, ça faisait quelques mois que c'était plus un crédit d'impôt, c'était depuis janvier que ça existait. Là, la nouveauté, c'est que ça s'élargit à d'autres et qu'on double l'enveloppe. Alors, on double l'enveloppe, chacun y a droit. Alors après, sur la somme qu'on reçoit, effectivement, c'est à condition de ressources. Il y a un plafond quand même, si je ne m'abuse. Alors, oui, en fonction des ressources voilà. des personnes. Et donc, ça peut toucher aussi les propriétaires bailleurs, ce qui peut être une bonne idée. Mais est-ce que ça s'additionne en fait à ce qui existe déjà, ou est-ce que ça permet d'avoir un chemin vers une sorte de guichet unique, Frédéric Hutzmann? Parce que dans l'idéal, c'est peut-être là qu'il faudrait aller en fait. Alors, le guichet unique, on en parle beaucoup depuis très longtemps et il émerge pas parce que la réalité c'est que les situations sont très différentes. Et voilà. Donc par contre, oui, la prime Rénov' est une aide qui est cumulable, notamment avec les primes certificats d'économie d'énergie, donc les fameux dont C2E. Martine parlait tout à l'heure, les fameux C2E, et qui a effectivement trois avantages. Le premier, c'est qu'elle est cumulable avec d'autres aides. Le deuxième, c'est que c'est un montant qui est fixe, qu'on peut donc connaître à l'avance, suivant des barèmes. Alors ça, on pourra y revenir. Ils sont pas simples. Il y a le niveau de revenu qui intervient, mais il y a aussi le nombre de personnes dans le ménage et la zone géographique où vous habitez. C'est pas la même chose en Île-de-France et en région. Donc il y a plusieurs critères pour déterminer à quel montant on a droit. Et pourquoi d'ailleurs ce serait différent selon qu'on habite en Corrèze ou dans le Nord? Il y a une raison. Alors la Corrèze et le Nord c'est pareil. Par contre la Corrèze et l'Île-de-France c'est pas pareil. D'accord. Voilà. Et donc ils ont les seuils ont été relevés en Île-de-France, j'imagine, parce que le coût du logement globalement est une pression plus importante pour les ménages qui habitent en Île-de-France, et donc ils ont souhaité relever les seuils d'éligibilité pour les ménages franciliens. Et donc guichet unique, je le disais, Vincent Legrand, est-ce que c'est à souhaiter au fond? Est-ce que c'est ça qui permettrait? Qu'est-ce qui aujourd'hui empêche les gens de se lancer dans une rénovation énergétique vers laquelle nous sommes tous obligés d'aller, puisque en effet c'est désormais inscrit dans la loi. Oui. Est-ce que c'est le coût? Est-ce que c'est le rapport qualité-prix? Est-ce que vraiment je vais faire des économies? C'est quoi en fait? Alors, la première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une rénovation énergétique? C'est-à-dire que est-ce que changer une fenêtre ou changer une chaudière qui va tomber en panne, c'est une rénovation énergétique? Aujourd'hui, on dit oui. Nous, on considère que non, en fait, parce que c'est de la maintenance, c'est de l'entretien, éventuellement. Si on veut vraiment faire de la rénovation énergétique, il faut se placer dans les enjeux de plutôt moyen long terme. Et qu'est-ce que nous disent tous les scénarios pour le climat, pour tous les travaux sur la sortie de la précarité? C'est qu'il faut que l'ensemble de notre parc bâti soit performant à 2050. Et en fait, ça veut dire qu'il faut passer d'un état actuel où on fait des morceaux de travaux à un état actuel où on fait l'ensemble des travaux. Et pour préciser, si on consomme près de la moitié de toute l'énergie française dans les bâtiments, et principalement sous forme de chauffage, c'est parce que nos bâtiments fuient. Et donc l'enjeu, c'est bien de les colmater, et de les colmater de façon avec un regard global, donc avoir une approche globale. J'ai un chiffre là sous les yeux qui vient de l'agence de transition écologique et qui dit que 3/4 des travaux ne permettent pas en fait d'améliorer la classe énergétique du logement. Est-ce que c'est justement parce que on choisit de faire les fenêtres sans faire le chauffage, on choisit de faire le chauffage mais sans faire la toiture? C'est ça la raison? C'est ça. Oui, peut-être que Frédéric Hutzmann aura un autre avis sur la question. Moi, très clairement, c'est la conclusion que je tirerais. Parce qu'on fait des investissements qui sont très peu intéressants d'un point de vue économie d'énergie. Quand vous faites une rénovation complète, c'est-à-dire que vous traitez l'ensemble des postes en même temps, évidemment l'investissement est plus élevé, mais vous pouvez diviser par 4, 5 la facture énergétique. Et là, effectivement, vous vous en sortez d'un point de vue économique. On va revenir vers vous, Frédéric Hutzmann, là-dessus, mais je voudrais en profiter pour saluer Marie, qui est pile sur ce sujet. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. On vous écoute, allez-y. Oui, en fait, c'est vrai que j'ai pu bénéficier de ce programme à 1 euro d'isolation parce que je correspondais vraiment aux critères à la fois de ressources qui dépassent pas un certain seuil, de la taille de ma maison qui ne dépassait pas non plus une superficie indiquée là,
Donc j'avais fait la demande par internet et puis effectivement j'ai eu l'isolation des combles et puis de vie sanitaire. Et j'ai déjà vu la différence sur la facture, sur le chauffage cet hiver. Donc je suis ravie. Donc vraiment, c'est pour ça que je te dis, pour une fois qu'il y a quelque chose qui marche, je trouve que il faut le souligner. Mais par contre, alors 2 petites questions. À la fois, j'ai trouvé un peu dommage que moi, donc j'habite en région lilloise, mais l'entreprise qui est venait de la région parisienne. Mmh. Ça, c'est quand même un peu idiot, je trouve. Justement, on parle d'économie d'énergie, et puis voilà. Donc là, pourquoi il y avait pas une entreprise là de la région lilloise qui pouvait venir? Et puis je suis encore continuellement assaillie de coups de téléphone qui me reproposent toujours est-ce que vous êtes intéressé par le programme 1 euro? Et alors qu'en fait, bon, j'en ai déjà bénéficié. Bon, je leur réponds gentiment, mais c'est vrai que c'est pénible parce que je trouve qu'il n'y a pas de liaison ou de lien entre finalement les différents organismes. Alors merci beaucoup Marie, on est le 2 septembre, donc normalement elle doit plus recevoir de coups de fil, Marie Frédéric Hutzmann, si la loi est respectée. À partir si la loi est respectée, après, du 1er septembre, de lundi, c'est fini. Voilà. Alors l'exemple de Marie, je le trouve très intéressant, et le sujet d'isolation à 1 euro est un sujet qui est cher au groupe EFI, puisque c'est le groupe EFI qui l'a inventé en fait en 2013, qui l'a déployé sous la forme d'un monopole en fait jusqu'en 2016. C'était une expérimentation en fait, l'isolation à 1 euro pour les ménages les plus modestes. Ça marchait très bien et les gens étaient ravis. Et ça, faut le souligner parce que c'est une opération qui est simple. Alors, elle n'est pas suffisante pour ramener une maison en classe basse consommation. Ok, mais pour les gens qui habitent dans la maison, ils vous disent il y a un avant et un après. Effectivement, 30% de gain de performance sur une maison, ça se sent et ça se ressent. Voilà, la problématique est quand ensuite, dans l'ouverture du marché, des entreprises un peu scrupuleuses sont venues s'engouffrer dans le secteur et proposer pour 1 euro des travaux qui c'est ce qui s'est passé. Comment on fait pour faire la différence? Alors maintenant, on n'est plus censé démarcher, mais quand quelqu'un vous appelle en vous parlant des fameux combles à 1 euro, je pense à notre première auditrice, comment on fait pour faire la différence entre vous et les autres? Alors d'abord, si vous appelle, ne donnez pas suite. Okay. Voilà, ne donnez pas suite. Je pense qu'on est d'accord. Mais le premier principe, nous on dit ne pas donner suite au démarchage téléphonique. Et puis alors, c'est vrai dans les travaux de rénovation énergétique, c'est globalement vrai partout, mais a fortiori dans notre secteur. Et en plus maintenant, c'est interdit. Donc si vous pouvez vous dire que donc moi j'ai une règle d'or de pas donner suite. Et après, il y a des qualifications pour les entreprises. Nous, nos partenaires, on en a à peu près 2200 en France, tout type d'États qui sont partenaires du groupe EFI. C'est d'entreprises locales. Donc effectivement, si vous êtes dans le Nord, c'est l'entreprise du Nord qui va intervenir. Alors il y en a qui ont des rayons d'action de quelques kilomètres, d'autres c'est jusqu'à 100 kilomètres. Mais c'est des entreprises locales. Pour répondre au premier point de Marie, parce qu'effectivement c'est dommage, que ce soit des entreprises. Alors si elles sont d'Île-de-France, à la limite, il y a des cas qui sont plus graves où on voit des travailleurs à traverser la France ou l'Europe. Mais du coup, est-ce que ça veut dire, Vincent Legrand, qu'il y a un problème du nombre d'entreprises au fond qui ont ces compétences-là? Est-ce qu'il en manque en fait? Alors, il en manque. Dans le cadre d'une montée en puissance de la rénovation énergétique performante, oui, ça c'est sûr. Un exemple, juste un chiffre, si vous prenez les bâtiments qui consomment le plus en France, il y a 8 millions de maisons individuelles qui ont été construites avant 1975. Ces 8 millions de maisons, elles engouffrent des milliards d'euros de factures de chauffage chaque année. Et en fait, ces maisons, pour les rénover, il faudra 20 à 25 ans, et il faut à peu près 25 000 groupements d'artisans, c'est-à-dire à peu près le tiers des entreprises françaises. Il faut à peu près entre 100 et 150 000 entreprises artisanales pour rénover ces bâtiments-là. Donc si vous étendez ensuite à l'ensemble des bâtiments publics, privés, tertiaires, de logements, etc., oui, on manque d'artisans, ça c'est clair. On a 500 000 entreprises artisanales en France qui sont toutes petites. Et ça c'est l'enjeu en fait. Si on veut monter en performance, si on veut réellement avoir des gains tangible sur la facture énergétique et atteindre les objectifs de performance, il faut qu'on arrive à faire travailler ensemble ces corps de métier.
Ça, c'est tout l'enjeu. Il y a un autre enjeu évidemment qui est important et Marie le souligne parce que pour elle ça marche, mais pour pouvoir couvrir le coût des travaux, il faut pouvoir gagner de l'argent pour que on puisse absorber en fait ce coût des travaux. Déjà de toute façon au stade où nous en sommes et avec un gonflement de MaPrimeRénov', alors je sais bien qu'on fait un peu du doigt mouillé, mais imaginons un appartement d'une 60aine de mètres carrés dont il faut refaire les combles, combien ça coûte en fait? Combien ça coûte et qu'est-ce que globalement, j'imagine que vous avez ce chiffre globalement, qu'est-ce que je mets de ma poche par rapport à au coût total? Alors, je vais vous répondre. Moi, je suis plutôt spécialiste de la maison individuelle. On travaille dans le cadre de Dorémy sur la montée en puissance des artisans sur ce créneau-là. Sur ces maisons, en fait, sur 100 mètres carrés, quand vous faites une rénovation complète, vous en avez à peu près, allez, on va dire pour 45 000 euros. Okay. Donc l'investissement est de 45 000 euros. Sur ces 45 000 euros, vous avez, en fonction de vos revenus, on va dire entre 10 000 et 40 000 euros, même un tout petit peu plus, d'aide. Plus un prêt bonifié qui est de 30 000 euros sur 15 ans. C'est-à-dire que ce qu'on arrive à faire dans ces rénovations, en effondrant la facture de chauffage, c'est de transformer des factures de chauffage en mensualités de prêt qui sont équivalentes. Et l'enjeu, c'est vraiment que les gens se sentent bien dans leur maison. Et donc on a des maisons derrière dont la facture énergétique n'augmente plus, ça c'est quand même fondamental, qui sont extrêmement confortables, été comme hiver, et qui par ailleurs ont une qualité d'air intérieur qui est très 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 saine. Donc ça, c'est l'ensemble de ces actions-là qu'on conduit. Mais du coup, quand je vous entends, ça veut dire qu'en fonction effectivement de l'argent dont on dispose, ça peut être quasi gratuit en fait. Oui. On est d'accord là-dessus, on est sûr de ça? Ça peut être quasi gratuit si on considère qu'on va transformer ce qu'on payait en chauffage avant en mensualité de prêt. Voilà. Si on considère ça, et tout l'enjeu est là pour nous au niveau de la transition énergétique. Si vous mettez 2 milliards d'euros, comme on le fait là sur le plan de relance, si vous les mettez en subvention, vous pouvez rénover performant à peu près 60 000 logements. Si vous les mettez en bonification de prêt, vous pouvez rénover 650 000 logements. Donc tout l'enjeu, c'est de savoir comment vont être utilisées ces sommes. Et pour l'instant, on est plutôt sur le premier cas pour la rénovation de quelques dizaines de milliers de logements. Voici une réaction à ce qu'on disait qui est intéressante. Un monsieur qui nous dit sur franceinter.fr: je suis artisan et pour être RGE, donc pour être agréé et labellisé, on va dire, je dois payer une formation, donc je ne suis pas RGE. Qu'est-ce qu'on répond à notre ami artisan? Frédéric Hutzmann? Que aujourd'hui, une entreprise qui a une part significative de son activité dans la rénovation énergétique, elle ne peut pas ne pas être RGE. Après, si c'est une activité qui est annexe, l'entreprise peut sous-traiter à une entreprise qui elle-même est RGE, parce que c'est pour réaliser ces travaux, du coup elle aura une entreprise qui sera qualifiée, mais qu'une entreprise qui a une activité significative aujourd'hui, elle doit aller en formation, elle doit accepter le principe des contrôles, et que ceux qui le font pas. Et est-ce qu'on peut pas imaginer une formation qui serait gratuite, par exemple, pour les artisans, pour éviter qu'ils aient à débourser? Elles sont souvent prises en charge, oui, en fait, et donc gratuites. Ouais, et la question, peut-être, on pourrait peut-être creuser un petit peu, c'est est-ce que c'est la qualité de la formation qui est mise en cause? Est-ce que c'est la qualité du label? Je serais curieux d'entendre cet entrepreneur sur ce sujet-là. Effectivement, pour un entrepreneur, passer 2 jours ou 3 jours en salle pour entendre des généralités sur les kilowattheures, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Et ben justement, sur chantier, là, c'est pas la même chose. Donc, faisons des formations sur chantier et là, on avancera. Et ben justement, voici un installateur, un chauffagiste qui s'appelle Renaud et qui va peut-être pouvoir nous aider sur ces questions-là. Bonsoir Renaud. Bonsoir. On vous écoute, allez-y. Voilà, effectivement, c'est pour corroborer ce qui a été dit précédemment. Donc moi, je suis chauffagiste en milieu rural. J'ai une petite entreprise. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. On est spécialisé dans les énergies renouvelables. Et donc, comme ce qui a été dit précédemment, on est obligé d'avoir une qualification RGE, donc quali sol, quali PAC, quali bois. En ce qui nous concerne, nous dans le chauffage, c'est quali ENR qui chapeaute et qui surveille ces qualifications. Moi, ce qui me dérange dans le suivi actuel de quali ENR, c'est qu'on n'a absolument aucun contrôle. Normalement, on doit avoir des audits tous les ans, ou au pire tous les 2 ans. En 4 ans, je n'ai toujours pas eu d'audit sur mes systèmes solaires.
ni sur mes systèmes bois, ni sur mes pompes à chaleur. Alors ma déontologie fait que je m'applique une rigueur et donc je fais des installations. J'estimerais faire des installations tout à fait correctes et techniquement valables, puisqu'on travaille en milieu rural et la publicité peut très vite faire la mauvaise publicité peut faire son œuvre. Mais on a identifié déjà dans notre secteur quelques entreprises qui ont fait des mauvaises réalisations et qui ne sont toujours pas contrôlées et donc qui continuent à exercer et à faire du mauvais boulot. Donc c'est là où je pense qu'il y a un défaut dans le suivi de la qualification. C'est bien beau d'avoir des beaux autocollants Calibois, Calipac sur son camion. Encore faut-il que l'organisme qualificateur puisse contrôler de manière régulière et mettre les moyens là-dessus. Je pense qu'il y a un défaut. Merci beaucoup Renaud, c'est important ce que vous dites. J'ai vu que vous vouliez intervenir, Sandy Dauphin. Je poursuis avec une question d'Alain sur franceinter.fr qui dit peu ou prou la même chose, qui dit l'UFC Que Choisir, et c'est vrai parce que ces chiffres on les a vus effectivement, établit régulièrement des rapports catastrophiques sur ces questions-là, gabegie d'argent public, travaux faits n'importe comment, entreprises douteuses qui utilisent aussi de l'argent de l'État. C'est en creux ce que dit Renaud, si on arrive à mieux contrôler, ça veut dire qu'il y aura moins d'entreprises frauduleuses qui vont se lancer sur ce marché qui a l'air juteux. Oui, justement, alors les contrôles, qui les fait? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Je crois qu'on pourrait être d'accord là-dessus. Voilà, il y en a pas assez. Je pense qu'on est malheureusement tous d'accord. En même temps, il y a une problématique qui est que dans ces labels, ces qualifications, faire des contrôles, ça coûte de l'argent. Donc ça va rehausser. Si on fait des contrôles dans ces labels, ça va donc du coup rehausser le coût de la qualification. Et donc une partie des entreprises du bâtiment vont dire mais attendez, vu le prix de la qualification, est-ce que j'ai vraiment envie de la passer parce que ça me coûte de l'argent. Donc il y a une problématique autour de ça. Nous, on y a répondu très simplement dans le groupe EFI en faisant ces contrôles. Nous, de manière volontaire, et donc on a à peu près 10% des chantiers qui sont tirés aléatoirement et sur lesquels il y a des audits qui sont réalisés avec des bureaux de contrôle indépendants qui viennent vérifier à la fois les métrages et donc la déclaration des entreprises, mais aussi la qualité des travaux qui sont réalisés. Est-ce qu'il y a des garde-fous, pardon Non, j'allais dire, est-ce que la confiance, vous sentez que chez les particuliers, tout est aussi question de confiance, est-ce que ça les bloque pour mener à bien des chantiers? Alors oui, c'est clair. Les artisans aujourd'hui en France ne sont pas tiers de confiance pour les particuliers. Les particuliers ne considèrent pas les artisans. Alors je fais des cas général, mais dans les échanges que on a pu avoir de notre côté, alors là je parle avec la casquette de Rémi, très clairement, les ménages cherchent un conseil autre. Un conseil extérieur. C'est extrêmement important côté suivi qualité, effectivement, côté contrôle qualité de renforcer. J'en rajoute une petite couche sur la réno performante. Quand on fait l'ensemble des travaux ou la quasi-totalité des travaux en même temps, on a un test extrêmement simple qui s'appelle un test d'étanchéité à l'air. Ça coûte 350 €. Donc ça coûte rien par rapport à l'investissement que l'on fait, et on sait en 2 heures si le travail était bien fait ou pas. Et c'est un test quantitatif. Donc c'est un moyen de contrôle systématique à partir du moment où on fait monter en puissance ce type de rénovation. Moi je voudrais réagir sur le thème de rénovation performante, parce que je suis pas d'accord. On peut faire des rénovations performantes par morceau. Marie tout à l'heure, elle disait en fait j'ai fait quelque chose de relativement simple et en fait ça a eu un impact important sur mon confort et la performance de ma maison. Et il y a des exemples que nous on voit tous les jours, notamment en pompe à chaleur. Vous prenez une famille qui a une maison chauffée au fioul, qui a plus de 2000 € de facture de fioul tous les ans. Globalement, c'est voire même 3000 pour certains. Si elle, je vais prendre une petite grille, mais si elle est en Île-de-France, qu'il y a 4 personnes dans le foyer et qu'elle gagne moins de 40 000 € de revenu fiscal de référence, elle est dans la catégorie ménage très modeste. Voilà, pour les auditeurs, si c'est en région pour 4 personnes, c'est 30 000 €. Comme ça mettrait concrètement les barèmes en tête. Elle va pouvoir avoir droit à 4 000 € de ma prime rénov', à 5 000 € de prime certificat d'économie d'énergie, la prime EFI qu'on lui verse. Donc il y a 9 000 € d'aide et subventions pour un changement de pompe à chaleur. Un reste à charge, du coup, qui sera la contribution du particulier, qui sera entre 1 000 et 2 000 €.
Donc c'est l'argent que le Mais c'est moins va que ce qu'ils dépensent par an, donc c'est le principe, effectivement, c'est l'idée que ça coûte moins que ce que ça leur coûte habituellement. Et surtout, en mettant une pompe à chaleur, ils vont faire une économie d'au moins la moitié. Alors, j'ai bien compris que vous dites il faut tout faire à la fois, sinon ça sert à rien, et vous dites on peut aussi faire les choses les unes après les autres, et pardon, Vincent Legrand, si on devait commencer par une chose, si les gens qui nous écoutent disent attendez, moi tout faire là pour l'instant ça va être compliqué, très honnêtement, on commence par quoi ? La question, c'est est-ce qu'on peut pas tout faire ? C'est surtout ça la question. En fait, psychologiquement, on commence par le toit, puisque alors, c'est la chaleur. On peut commencer par le toit. Prenons l'exemple de Marie tout à l'heure. L'exemple du toit. Marie, décidément, notre appartement témoin ce soir. Voilà. Elle a fait une rénovation, une isolation de toiture, donc les combles, ce qui est intéressant d'un point de vue perte énergétique, parce que l'essentiel passe par le toit, effectivement. La question, c'est est-ce que les remontées de toiture, je vais être un peu technique, je suis désolé, est-ce que les remontées de murs ont été traitées également ? La réponse est non. Concrètement, je le sais parce que ça se fait pas aujourd'hui en France. Donc ça veut dire qu'on aura des pertes toujours par là. Alors que quand on fait une rénovation avec une vision globale de la maison, on traite ça et ça ne coûte rien parce qu'on l'embarque en même temps. Et deuxième chose, si vous voulez pas avoir froid quand vous marchez, vous mettez un pull et un imperméable. Et l'imperméable, il sert à couper le vent. Et ben c'est pareil pour l'isolation. Quand on fait une rénovation complète, une rénovation performante, on met cet imperméable. Et là, je ne suis sûr que dans son cas qu'on l'a pas mis. Et donc, elle ne pourra pas avoir une performance suffisante à la fin. C'est ça la difficulté finalement quand on fait par étapes. Voilà. Alors, je voudrais qu'on écoute Nathalie. Il y a beaucoup de questions autour des locataires, justement. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je sais que je serai claire dans je vais me concentrer sur ce que je voulais vous dire, parce que quand j'ai entendu rénovation énergétique, je me suis dit mais chic, les apparts vont être plus chauds, mais le hic c'est que moi je suis locataire et donc d'un logement d'un petit appart en classe F, énergivore. Voilà, je fais ce que je peux avec mes moyens. J'ai changé les radiateurs, j'ai acheté des bains d'huile au lieu des grilles de pain, j'ai mis des rideaux. Je bidouille. Mais au moment où la facture arrive, je bidouille plus. Il n'y a plus de bidouillage, il faut payer. Et c'est vraiment un peu cher quand même. Je fais beaucoup d'efforts. Ça chauffe pas la journée. Je chauffe que j'ai pas de machine énergivore non plus. J'ai fait très attention en m'installant parce que mais c'est vrai que l'appart est vraiment bien situé, donc voilà. C'est bien pour moi, mais le hic c'est, je me dis mais quand même quoi. Et du coup, moi ma question c'est alors. Peut-être complètement utopique, je ne sais pas, mais je me disais qu'est-ce qu'on peut imaginer quand on a affaire les locataires, affaire à des propriétaires qui moi j'habite dans un immeuble qui appartient à quelqu'un en fait, et qui loue ses appartements, et je me dis mais on est tous dans la même situation, c'est-à-dire qu'on pèle en hiver vraiment, c'est humide, on a des récupérateurs, on se dit, mais ça fait des années que la personne engrange de l'argent. Et donc, faudrait-il imposer à vos propriétaires, c'est ça que vous dites en fait, Nathalie, faudrait-il imposer aux propriétaires de faire ce genre de travaux ? Disons qu'imposer, c'est je me dis, les gens ont leur raison, je sais pas, il y a des propriétaires qui n'ont pas les moyens, tout simplement, donc je veux dire, Mais là, dans ce cas de figure-là, moi, ça me pose des questions. Et je me dis, est-ce qu'on peut imaginer une manière douce, entre guillemets, parce que après tout, si l'urgence, c'est le climat, les changements, la lutte anti-gaspi, et finalement œuvrer à ce que les gens aient de meilleures conditions de vie chez eux, quand on n'a pas grand-chose, mais au moins dignement, on peut avoir un toit, que ce soit qu'on se pèle pas comme ça. On va poser la question. Merci beaucoup pour votre intervention, Nathalie. Vincent Legrand. Alors, MaPrimeRénov', par ailleurs, est ouverte aux propriétaires bailleurs. Et je vais vous poser la question à l'envers. Comment on incite un propriétaire à faire ces travaux-là quand, au fond, ce sont les locataires qui vont en bénéficier parce que c'est eux qui paieront moins de chauffage. Donc, comment on dit aux propriétaires, vous aussi, vous y gagnerez? Aujourd'hui, on n'a aucun outil pour ça. Voilà, donc je suis désolé pour Nathalie, mais on n'a pas les outils et donc on pousse depuis plusieurs années de notre côté pour
qu'on fasse émerger ces outils. Je vous coupe 2 secondes, c'est une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, c'est d'obliger les propriétaires à faire des travaux. Voilà, à partir de 2028. Voilà. Donc ça, c'est bien effectivement dans la Convention citoyenne et il faut le porter haut et fort. Maintenant, mettre une réglementation, ça ne veut pas dire qu'elle sera opérationnelle. Donc comment on fait pour traiter ces cas qui sont très fréquents? En fait, ce qu'on constate de notre côté, c'est que c'est beaucoup plus efficace de traiter les immeubles en entier que les logements. Si on traite logement par logement, là c'est absolument contre-productif. Donc il faut arriver à traiter au niveau copropriété la plupart du temps. Donc c'est beaucoup plus complexe encore que la maison individuelle. Donc ça promet de belles réunions de copropriétaires. Mais ça veut dire qu'il faut lever les freins à ça. Est-ce qu'on veut faire cette démarche? Ça veut dire qu'on n'a pas d'argument à donner au propriétaire qui en lui disant ce sera mieux aussi pour vous. Aujourd'hui, quasiment pas. Malheureusement, alors il pourrait y avoir la valorisation de patrimoine qui pourrait être un levier pour dire aux propriétaires, en investissant dans votre immobilier, en fin de compte, vous le valorisez à terme ou vous en gardez la valeur à terme. Parce qu'il y a aussi une vision dans laquelle les biens qui ne seront pas entretenus, qui ne seront pas performants, ne vaudront plus grand-chose dans quelques dizaines d'années. Qui pourrait être un levier pour les faire passer à l'acte. Je voulais juste ajouter qu'il y avait quand même un outil qui a été mis en place pour les passoires thermiques qui sont vraiment des logements presque insalubres. Le gouvernement a dit qu'il y aurait dans la définition du logement indécent la prise en compte des appartements et des maisons qui sont, alors c'est classé au-delà de G. Alors justement, d'ailleurs, passoire, notre amie Nathalie nous dit de F. Est-ce qu'on est passoire à F ou pas? F et G, oui. D'accord, FG c'est passoire, passoire thermique FG. Exactement. On reste sur le même thème, question intéressante, c'est celle de Christelle. Bonsoir Christelle. Oui, bonsoir. On vous écoute. Je viens donc d'écouter la réponse de Marie, donc elle a répondu en partie. Ma question c'était effectivement, est-ce qu'on peut demander à un propriétaire, enfin un bailleur social, puisque moi j'habite un immeuble dont le propriétaire est un bailleur social, est-ce qu'on peut lui demander d'effectuer des travaux et est-ce que lui peut prétendre à la prime et à des aides. Merci beaucoup pour votre question, Christelle. Quand il s'agit d'un bailleur social, alors est-ce que c'est un peu différent? Est-ce qu'il peut aller chercher effectivement, comme le demande intelligemment Christelle, des aides dans d'autres directions? Il y a des aides qui ont été bonifiées par le plan de relance. Maintenant, c'est une ligne du plan de relance. C'est il n'y a pas grand-chose. Pour l'instant. Donc il y a quelques centaines de millions d'euros qui ont été positionnés. Alors voilà, 500 millions d'euros pour la rénovation des logements sociaux thermiques et leur restructuration lourde. Voilà. Pour augmenter en fait le flux financier vers les propriétaires, vers les bailleurs sociaux, pour les inciter effectivement à faire ces rénovations. On n'en sait pas plus d'un point de vue modalité pour l'instant. Question, pardon, vous vouliez intervenir, Frédéric? Oui, non, juste préciser que l'isolation à 1 euro pour les ménages modestes, très modestes, c'est quelque chose qui est accessible aussi aux locataires. Donc à ce moment-là, indépendamment de qui est le propriétaire et les revenus propriétaires, à partir du moment où le propriétaire donne son autorisation pour les travaux, à ce moment-là, ils peuvent être réalisés chez les particuliers. Une question de Jean-Yves sur franceinter.fr. Est-ce que les aides portent aussi sur les résidences secondaires? Alors, c'est une bonne question. Dépend lesquelles. Ouais, ça dépend lesquelles. Pardon, tout le monde soupire autour de la table. C'est très complexe. Donc les primes certificats d'économie d'énergie, oui. Ma prime rénov, le CITE, non. Voilà. Mais est-ce que ce serait un progrès de le faire? Est-ce que c'est quelque chose que vous réclamez ou c'est pas la priorité pour l'instant? En fait, la grosse consommation se fait sur les maisons, les résidences principales, pardon. Donc il faut aller sur les résidences principales prioritairement. Vraiment, on a 30 et quelques millions de résidences principales à rénover. Je vais rebondir là-dessus parce qu'il y a une question de méthode sur la rénovation entre le global et le par étapes. Et je voudrais pas non plus désespérer les très nombreux auditeurs en se disant soit je fais tout, soit je fais rien, parce que si je fais pas tout, ça sert à rien. Il y a 22 entre 20 et 22 millions de maisons, si on commence qu'on les compte en France. La rénovation de ce parc, on se donne des objectifs à 2050, donc on va pas tout faire tout de suite. Et nous on dit il y a des occasions parce que la maison est vide, parce qu'il y a une restructuration très lourde, même au niveau de l'immobilier, ou des gens qui ont envie d'investir, donc ils peuvent tout à fait faire des rénovations globales. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que Marie, Renault ne doivent pas profiter des travaux qu'ils réalisent pour embarquer dedans de la performance énergétique. Oui. Quand vous changez votre chaudière, il faut mettre une bonne chaudière. Quand vous changez vos fenêtres, parce qu'en fait les fenêtres de toute façon elles ont une durée de vie. Au bout de 15 ans, 20 ans, l'ouvrant tient plus, il y a des fuites d'air, etc. Donc il va falloir la changer. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut se poser les questions de, en fait,
qu'est-ce que je veux faire comme travaux, jusqu'où je peux aller en termes de performance, et comment trouver les entreprises à qui faire confiance. Mais avec des gros points de vigilance, hein, parce que aujourd'hui on fait énormément de travaux, par exemple sans prendre en compte la ventilation, et c'est on voit régulièrement des moisissures qui apparaissent sur les murs après des changements de fenêtres, parce qu'on n'a pas traité la ventilation. Ces choses-là sont de plus en plus fréquentes parce qu'on fait de plus en plus de travaux par morceaux qui ne sont pas pensés globalement. Donc il faut quand même que les ménages soient extrêmement prudents, hein, que les auditeurs soient extrêmement prudents dans leur choix. Et la grosse difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a peu, je ne connais pas d'outils aujourd'hui qui prennent en compte l'ensemble de ces éléments-là. Donc il faut vraiment qu'ils se renseignent, c'est important. Et dans les politiques publiques, il faut aussi qu'on arrive à pousser cette approche globale. Sandy, avant de retourner au standard. Oui, moi j'ai une petite question parce qu'on parlait des contrôles, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de diagnostic? Parce que moi, en particulier, je vois quand il faut avoir de la rénovation énergétique, quand je paye des factures monstres ou quand j'ai des taches de moisissure dans la salle de bain ou des courants d'air chez moi ou que j'ai l'impression de chauffer les fenêtres ouvertes. Mais finalement, qui va me dire ce que je dois faire, rénovation globale ou pas, à qui me fier? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de diagnostic à la base? Oui, je suis d'accord là-dessus. Je pense que les diagnostics tels qu'on les envisage, type DPE, donc diagnostic de performance énergétique, c'est vraiment c'est de la sensibilisation avec des calculs qui sont très très faux. Donc c'est vraiment pour situer globalement le bien. Mais l'enjeu, c'est vraiment d'aller sur place, de pas faire de gros calculs lourds, d'aller sur place faire un état des lieux architectural et technique. Et en fait, ce sont des choses. Enfin, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur la partie Dorémy. Ce sont des formations de ce type que l'on fait pour les acteurs locaux, donc les conseillers FR dont on parlait tout à l'heure par exemple, et les artisans. Donc ça c'est vraiment important. Si je suis en train d'acheter ou de louer un appartement là maintenant, est-ce que je me fie au ABCDEFG? Enfin, est-ce que je peux y aller les yeux fermés en gros, ou est-ce que je peux avoir une mauvaise surprise parce que chacun fait un peu des calculs? Nous, dans le groupe FI, on s'est battu avec un nombre d'acteurs pour que cette note soit opposable. C'est-à-dire que ce soit quelque chose qui engage ceux qui la mettent. Ce qui est le cas ce qui maintenant est en train de devenir janvier 2021. Voilà, c'est en train de rentrer en application, mais jusqu'à présent, effectivement, ces notes étaient indicatives, ce qui n'était pas satisfaisant. Et donc à une classe énergétique près ou deux, oui, vous avez la bonne réponse. Ça change tout, probablement. Ça change tout. Ouais. Merci beaucoup à tous pour vos nombreuses questions. Preuve que c'est vraiment des questions, en tout cas, que vous vous posez, des interrogations que vous avez pour vos maisons individuelles ou pour vos appartements. Merci vraiment. Merci.